À présent, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, dans vos journaux. Pendant la trêve, dans la bande de Gaza, la guerre continue. Oui, Dimitri, mais la guerre des images, ce n'est qu'une séquence de quelques secondes, écrite en Guy Berthemet du Figaro, mais devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre deux otages israéliens saluant d'un signe de la main leur geôlier le jour de leur libération. En retour, ces derniers, l'arme à l'épaule, font aussi de grands gestes accompagnés d'un invraisemblable bon retour. Personne, évidemment, ne sera dupe de la manip, mais cette petite scène symbolise à elle seule les efforts de communication du Hamas, qui s'active beaucoup à améliorer son image. Les massacres du 7 octobre, largement filmés, ont effectivement provoqué un choc profond en Occident, mais aussi dans une partie du monde arabe. Le chef du mouvement terroriste, Yahya Sinwar, aurait donc décidé d'utiliser la séquence de libération des otages pour tenter d'adoucir un peu l'image de son mouvement. Autre tentative d'adoucir une image dégradée, Olivier. Oui, rien à voir avec la barbarie du Hamas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Dimitri. Mais Le Monde consacre une longue enquête aux efforts de l'équipe d'Anne Hidalgo pour restaurer un peu la réputation de leur championne. Et il y a quand même pas mal de boulot. Dans ce papier signé Laurent Tello, on apprend que les trois plus proches collaborateurs de la maire de Paris avaient tenté de la dissuader de faire sa virée tahitienne. Tout le monde avait compris que ce voyage, à ce moment-là, était une très mauvaise idée. Tout le monde, sauf la principale intéressée. Alors pourquoi cet entêtement ? Eh bien, quand on interroge les proches d'Anne Hidalgo, écrit Laurent Tello, la réponse est souvent la même. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein ? Sous-titre, la maire de Paris préfère s'écouter plutôt que les autres. Le Monde décrit ainsi une Anne Hidalgo de plus en plus seule et bunkerisée. Même chez certains de ses adjoints, la morosité guette. Certains n'ont pas vu leur mère en tête-à-tête depuis plusieurs années. Ah oui, quand même. Puisque l'on parle de la capitale, les Parisiens découvriront ce matin dans leur quotidien éponyme le plan de circulation de leur ville durant les Jeux Olympiques. Zone rouge, zone bleue, zone grise. La circulation promet d'être à peu près aussi fluide qu'entre les joueurs du PSG hier soir. Bref, ce que vous devez retenir, c'est qu'il vaudra mieux utiliser les transports en commun au mois d'août. Sauf que, eh bien, leur prix sera doublé. 4 € le billet de métro au lieu de 2,10 aujourd'hui. C'est Valérie Pécresse qui a annoncé la bonne nouvelle. Et la pilule a d'autant plus de mal à passer que dans son dossier de candidature pour les JO, rappelle Jean-Yves Guérin du Figaro, Paris 2024 s'était engagé à ce que les transports en commun soient gratuits pour ceux ayant un billet pour les épreuves. Mais ça, c'était des promesses en 2017. Allez, c'est cap sur 2027 maintenant. Alors pas encore de promesses, mais des candidats à la succession d'Emmanuel Macron dans l'entourage présidentiel. C'est François-Xavier Bourmeau de l'Opinion qui révèle que les proches du chef de l'État dressent en ce moment des listes par catégorie. Alors, il y a les bébés Macron, Attal et Darmanin, les transfuges de la droite, Le Maire et Édouard Philippe, les pourquoi pas moi, Elisabeth Borne et Yael Braun-Pivet, et puis une nouvelle catégorie, les Medvedev. Vous savez, le prête-nom de Poutine. Ah Un oui. candidat qui serait effectivement chargé d'assurer une sorte d'intérim en attendant le retour de Macron 5 ans plus tard. Alors, qui pour endosser le costume de doublure pendant un quinquennat ? Eh bien, François Bayrou, explique le journal. Le nom de Jean Castex est aussi avancé dans cette catégorie, même si d'aucuns l'ont plutôt inscrit dans celle des glorieux réservistes. Enfin, deux choses à vous signaler pour finir. D'abord, dans l'affaire Bonfanti, que nous évoquons ici même, Oui, tout vous à vous fait. souvenez, l'histoire de cette famille que nous racontait la Croix, qui s'est substituée à la justice et qui a retrouvé elle-même au bout de 34 ans celui qui a assassiné leur mère. Eh bien, la Cour de cassation, dont on attendait la décision, a jugé que l'affaire était prescrite. Bref, en dépit de ses aveux, le meurtrier va donc pouvoir sortir de prison. Enfin, rien à voir, les Échos consacrent aujourd'hui un grand dossier à la révolution de ChatGPT dans les entreprises. Ça fait effectivement 1 an que ce logiciel a été mis à disposition et même s'il n'a pas tout changé, il devrait bouleverser beaucoup de choses dans les années qui viennent. Alors vous plongerez dans cette enquête et puis, quelques pages plus loin, jetez aussi un coup d'œil à la chronique de Julien Damon sur le même thème. Le sociologue se demande lui aussi si l'IA ne pourrait pas remplacer à terme les chroniqueurs économiques. Alors vous lirez les 7 premiers paragraphes de son papier, et puis stop. Tout le début de ce texte, écrit-il, a été proposé par ChatGPT, qui n'aura mis que quelques secondes à produire 3000 signes. Force est de constater, ajoute Damon, que le chroniqueur malhonnête n'aura même plus à plagier ou picorer ailleurs. Une machine fera le travail pour lui. Enfin, question à 100 €, conclut-il malicieusement. Les dernières phrases de cette chronique
ont-elles ou non été écrites par ChatGPT? Elle est intéressante, cette chronique de Julien Damon. Elle tient la route. Elle tient la route. Cette vraie fausse chronique. Oui, Voilà. c'est assez fade quand même le texte ChatGPT. Jean Castex, Ça va devenir de plus en plus pertinent. Hein. oui. Jean Castex, président de la République. Ouais. Alors ça quand même. Non, j'interpelle Pascal Praud qui vient d'entrer dans le studio. Ah. Pascal Praud et vous, ravi de vous retrouver, mon cher Il Pascal. est encore un peu palo. Hein. Oui, mais écoutez, il a. Il a a Jamais dire ça à quelqu'un. Ouais. Non, Mais il est en pleine forme. Moi, je, il est suis reposé. journaliste, je suis journaliste professionnel. Mon métier, c'est de dire la vérité. Ah, je croyais que vous Pascal étiez Praud. d'abord mon ami. Eh ben, votre ami, figurez-vous, vient de nous apprendre qu'il y avait sur la table l'hypothèse d'un candidat Medvedev pour Emmanuel Macron. Vous savez, quelqu'un qui assurerait l'intérim pendant 5 ans, histoire de remettre le compteur présidentiel à 0 pour Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi, Pascal? J'en pense que du bien.